Si je vous dis qu'elle a illuminé nos années 80, aussi bien dans les films d'auteur que les blockbusters, qu'elle a tourné avec les plus grands, qu'avec sa beauté diaphane et son aura ultra rock'n'roll, à 20 ans déjà, elle détonnait. À 66 ans, elle n'a rien perdu de son charisme. Cachée, inclassable, rien ne lui fait peur et elle se moque du qu'en dira-t-on comme de sa première culotte. Bref, on ne pouvait pas ne pas oser interroger Gabrielle Lazur. Bonjour, je suis trop contente. Bah oui. Moi aussi. Ça me fait trop plaisir. Là, on est dans une librairie café, féministe, lesbien et LGBT+. Alors moi, j'ai commandé un chocolat avec du gingembre dedans. Ah oui, je vais prendre ça. On ne se connaît pas, mais j'ai l'impression de retrouver une vieille copine. Gabrielle porte bien son nom. Elle est aussi lumineuse qu'un ciel d'été. Le feeling passe d'ailleurs assez vite. On se tutoie, on se vous voit. On peut se tutoyer, c'est tout. Moi, au Québec, tout le monde se tutoie, donc ça ne pose pas de problème. Hein, si toi, tu es plus à l'aise, moi aussi. Et la conversation démarre sur les chapeaux de roue avant même de s'installer pour l'interview. Oui, c'est ça. Parce que moi, au début, quand j'ai eu la ménopause aussi, pourtant, c'est une libération et tout, mais je me suis sentie un peu comme s'il me manquait quelque chose, quoi. J'étais plus vraiment une femme et tout, c'était un peu bizarre. Mais après, au bout d'un moment, on prend plus le côté positif, quoi, de se dire, on prend confiance. Et encore, tu sais, je me disais la dernière fois, il y a un mec, juste je rentre chez moi, puis il y a quelqu'un qui sortait de chez mon voisin, puis il m'a regardé. Et je me suis dit, oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas regardé. Ah oui. Je t'assure. T'es transparent. Je me suis dit, mais c'est fou. Je me suis fait cette remarque. Je me suis dit, mais oui, je suis devenue transparente. C'est un truc. On ne prépare pas pour ça, quoi. Parfois, je me dis, mais t'es passé à côté de ta vie ou quoi? Enfin, il y a un truc que j'ai mal fait. Mais c'est une période de transition, je crois. Peut-être. On va voir. Je t'emmène. Ah là là. Où va-t-on? C'est mystérieux. Il n'y a pas que Gabrielle qui soit intriguée. Moi, je le suis tellement que je vais passer tout l'entretien à passer du vouvoiement au tutoiement. Mais il va en falloir un peu plus pour choquer mon incroyable invité. En acceptant cet entretien, Gabrielle, qu'est-ce que tu avais envie vraiment de partager en fait avec nous? Moi, je trouve que on parle déjà beaucoup du fait que les femmes deviennent un peu invisibles à partir de 50 ans, tout ça. Bon, ça. D'ailleurs, je fais pas partie de ces groupes de comédiennes qui disent il y a moins de rôles, parce que moi, j'aime bien garder une attitude toujours positive et ouverte et lumineuse. Et c'est vrai que peut-être que je tourne moins, qu'on me voit moins, mais au moins, moi, je suis contente parce que les rôles que j'ai, ils sont plus intéressants d'une certaine manière des rôles que j'interprétais quand j'étais jeune, parce que parfois, quand on a un certain physique, on peut être un peu aussi faire valoir des hommes et tout ça, et c'est pas toujours là je m'amuse plus quand j'arrive à jouer, et puis je fais autre chose aussi, quoi. Donc je suis pas dans une sorte de frustration ou d'aigreur, et j'ai pas envie d'être dans cette énergie là. En revanche, je pense il est temps un peu qu'on ouvre les yeux, les perspectives sur un peu le regard qu'on pose sur les femmes mûres, entre guillemets, ménopausée, préménopausée, post-ménopausée. Moi, je suis bien après, mais bon, voilà, je suis un peu dans la gang. Et il y a des sortes de clichés, surtout en France, je trouve, parce que quand on regarde, par exemple, en Amérique, la série avec Jane Fonda, Grace and Frankie, les filles, elles ont 80 ans, elles inventent un god pour vieilles et tout. Alors qu'en France, on a du mal un peu à aborder ce genre. On est un peu coincé quand même, hein, c'est vrai. Il y a des schémas comme ça, c'est un peu sur l'extérieur, la séduction, le paraître, quoi, on va dire, peut-être. Et c'est vrai qu'une femme mûre, elle va avoir beaucoup plus peut-être de choses à donner. Moi, j'ai un homme que j'ai rencontré il y a pas très longtemps qui me disait moi je suis vieille, normalement tu devrais t'intéresser à une femme plus jeune et tout. Enfin, moi je direct. Et puis il dit oui, mais on fait pas l'amour de la même manière quand on a 30 ans et puis quand on a 50 ans ou 60 ans. Il y a peut-être aussi une liberté qu'on acquiert avec la maturité. J'ai l'impression qu'il y a une forme, le mot est un peu gros, de militantisme quand tu parles de sexualité. Exactement. Enfin, moi, je milite pour la sexualité des vieilles. Je dis, puis il y a des gens qui disent, mais il faut pas dire le mot vieux. Il faut appeler un chat, hein. C'est comme ça. En même temps, that's what it is. On n'est pas, quand j'avais 14 ans, pour moi, quelqu'un de 30 ans, c'était un vieux. Donc, à 66 ans, je suis quand même un peu vieille, quoi. Et là, t'as 66 ans? Ouais. Ah oui, tu les fais pas du tout, hein. Il y a des bons gènes, hein, au Canada.
Il y a des bons gènes, ouais. Puis je pense que c'est ce qu'on vit à l'intérieur aussi. L'énergie, elle transparaît, surtout après un certain âge. Parce que quand on a 20 ans, on a peut-être la beauté de nos gènes, justement, alors qu'après, c'est aussi le travail qu'on fait sur soi-même et quand on se remet en question, moi je fais pas mal de yoga, enfin pas trop souvent, mais régulièrement, et ça aide beaucoup aussi. Parce que dans le yoga, on apprend par exemple que les choses sont jamais figées, ça se transforme en permanence. Donc oui, le militantisme, c'est ça, c'est que je trouve dommage parce que j'ai vu pourquoi j'ai commencé ça, c'est déjà aussi parce que je jouais dans une série où je faisais une grand-mère et au bout d'un moment, c'était toujours la même chose, elle était à la cuisine et tout. Mais moi, je me sentais pas à ma place du tout. Je pense que quand on joue un rôle récurrent, faut que le rôle vous ressemble un tout petit peu. Sinon, puis moi, j'avais envie qu'ils prennent un peu plus de ma vraie personnalité parce que ça aurait pu devenir un personnage plus attachant aussi, même pour le public, si j'injectais un peu de qui toi, je suis moi. Donc j'étais un peu en porte-à-faux comme ça dans un truc. Et après, je suis comédienne, j'ai joué. Au début, j'avais des enjeux sympas à faire parce qu'il y avait un peu la tragédie grecque, la fille qui est morte qu'on déterre. Il y a des choses d'émotion à jouer qui étaient sympas. Mais après, c'est vrai qu'elle était tout le temps dans sa cuisine. Donc après, elles lui ont fait vivre une aventure avec un mec de son âge, machin, mais c'était un petit peu plan-plan, quoi. C'était pas excitant. Moi, j'allais voir le producteur, je disais, mais il y a les ados, ils ont fait une scène où ils prenaient des extras, tout ça. Tu crois pas que la grand-mère, elle pourrait peut-être, oh non, on n'en est pas là. Ou alors, lesbienne, elle pourrait pas faire lesbienne, peut-être, ou, toujours, j'avais envie de faire des choses un peu plus rock'n'roll, et puis non, c'était pas pour la grand-mère. Comme c'est la cible aussi du public, ils pensent que c'est rassurant. Ils veulent que la grand-mère soit quelqu'un de rassurant, une sorte de pilier de la famille qui est là, qui est toujours là, qui va rien remettre en cause et tout, alors que voilà, à 60 ans on peut divorcer, à 60 ans, enfin tout est possible à tout âge quand on a envie. Et alors, est-ce que je repense à la ménopause juste pour un truc quand tu dis c'est lumineux, est-ce que quand tu as vécu tes premiers symptômes de ménopause, tu te disais ça déjà, ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tu as 66 ans que c'est passé, tu vois, et que tu as passé toutes ces étapes-là de transition? Moi, au début, c'était un peu un choc. En fait, c'est moi-même qui m'en suis rendu compte parce que moi, en fait, mon parcours, on va dire, de corps de femme, c'est que j'étais pas du tout prête psychologiquement à avoir un enfant quand j'étais plus jeune. Donc, quand j'ai eu envie d'avoir un enfant, j'étais déjà 41 ans. 42 ans, je crois, on va dire. Oui, je suis tombée enceinte quand j'avais 42 ans, au bout de 2 mois de relation avec le papa de ma fille, mais c'était donc comme un accord. J'ai dit que je voulais avoir un enfant, c'est l'objectif, et lui, c'est un ancien sportif et tout, il était là, oui, go, on y va et tout. Pas tombée enceinte au bout du premier mois, mais le deuxième mois, bingo, c'était bon, et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était naturel, j'ai pas eu besoin de faire traitement, quoi que ce soit. Et voilà, ça s'est très bien passé. Si ce n'est qu'après, je pense que ça m'a beaucoup pris d'énergie et que mon corps, il a tout donné, quoi. Et après, j'ai commencé à avoir des symptômes de ménopause peu de temps après, quelques années après, genre 47 ans, je crois, quelque chose comme ça, et je me sentais déjà les articulations, puis j'étais de mauvaise humeur, et quand je donnais le bain à ma fille, j'avais un peu des douleurs et tout, et c'est moi qui ai demandé à mon gynéco de faire des prises de sang. J'ai dit, je sens qu'il y a un changement dans mon corps, un truc qui va pas et tout. Donc, effectivement, mes hormones étaient complètement chutées, même cas de le dire, et puis il m'a donné un traitement de compensation, là, le petit gel et progestérone, enfin bon, un traitement quand même relativement doux, et parce qu'il me disait que ça me gardait jeune, que ça permet aussi au corps, même pour les articulations, pour tout apparemment, pour la peau, ça permet aussi de prolonger un peu la jeunesse. C'est ce que le médecin me disait, que c'était bien pour ça. Ah ouais. Donc j'ai fait pendant pas mal d'années. Et pendant combien de temps à peu près? Pas un certain temps, je sais même pas dire les années, là c'était au moins peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Après, je crois vers 55, 56, 57 ans, j'ai dû arrêter une dizaine d'années. Donc, ouais. Puis un jour, j'ai dit non, c'est bon, stop, quoi. Il y a un moment, donc là, je prends plus rien et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu, il fallait s'habituer. Puis j'étais pas de très bonne humeur, c'était pas facile. Puis c'était une période peut-être difficile, comme ma fille était petite, j'étais toute seule avec elle. J'étais fatiguée, quoi. Est-ce que il y a eu des symptômes de bouffées de chaleur, un petit peu, ouais. Ouais. Oui, j'avais un peu ça, les bouffées de chaleur, j'avais un peu tout ça. Oui, la nuit, on a chaud et les insomnies, je trouve aussi, je dormais moins bien.
Je dors toujours. Ça m'arrive de pas très bien dormir, mais quand si un jour j'ai une insomnie, j'en profite pour en fait méditer, pour faire autre chose. Je me mets pas dans un état de frustration parce que sinon après c'est dommage quoi. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'avoir été une femme et puis de devenir une autre pendant ce traitement, pendant cette ménopause, et puis aujourd'hui d'en être encore une autre, ou est-ce que c'est toujours la même Gabrielle? Moi, en fait, c'est vrai, quand on a vécu dans différents endroits et tout, moi déjà j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, mais c'est vrai que par rapport au corps, moi souvent les gens disent parce que t'étais belle, qu'est-ce que t'es à 20 ans ou je sais pas quoi. Oui, mais qu'est-ce que j'étais mal dans ma peau. Alors il y a des moments, l'extérieur correspond pas forcément à l'intérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pas forcément ce qu'on vit à l'intérieur. Donc oui, quand j'étais plus jeune, j'étais pas très heureuse en fait, et en avançant dans l'âge, avec des hauts et des bas, bien sûr, ça ne se fait pas d'un seul coup. Puis c'est un travail qu'on fait sur soi-même, je pense. C'est comme je disais, j'ai fait une thérapie, j'ai un peu avec le yoga, avec différentes choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pu avancer et apprendre et essayer de m'adapter. Moi, je pense que je suis un peu en adaptation permanente, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à faire l'amour, j'étais tellement pas bien dans ma peau, j'étais pas sûre de ce que je faisais et tout, que en fait, je me dédoublais un peu, je me désincarnais. J'étais au-dessus de moi-même et je me regardais faire, mais je ressentais pas vraiment de plaisir. C'est pour ça qu'en fait aussi la sexualité en vieillissant, pour moi, elle est plus riche, parce que plus jeune, je faisais un peu les moves, quoi. Je faisais les trucs, mais j'étais pas vraiment dedans, quoi. J'étais pas complètement, même ma voix, quand je vois les films que j'ai tournés dans les années 80, je ne supporte pas ma voix. Alors c'est vrai qu'on peut faire un travail, j'ai fait comme tous les acteurs, des cours de chant et tout ça, de poser la voix. Mais pour moi, ma voix, ça vient d'autre chose. Ça vient du fait que j'étais pas vraiment à ma place. J'étais pas bien dans ma peau. J'étais ailleurs. Alors que là, je suis là, quoi. Quand je vis quelque chose, j'essaie de le vivre vraiment complètement avec tout mon être, et c'est plus intéressant, quoi. Et c'est pour ça que tu milites pour cette image de cette femme âgée, forte et puissante? Je milite parce que je vois autour de moi, j'ai des amis qui sont un peu découragées, qui se disent qu'on les regarde plus, qu'elles sont devenues transparentes, et c'est une réalité aussi. Je le constate aussi, c'est clair que c'est pas comme la beauté de la jeunesse. On peut être une belle femme de 50 ans ou de 60 ans, mais une belle femme de 20 ans, on le voit bien pendant le Fashion Week quand il y a toutes les mannequins qui déboulent à Paris. Et c'est une autre sorte de beauté. C'est vrai qu'il y a une violence, une force dans cette beauté-là, mais la beauté qu'on a, de l'énergie qu'on peut avoir à l'intérieur, du partage qu'on peut avoir envie d'avoir, et des expériences sexuelles qu'on a qui nous ont formés, et je pense que c'est plus riche plus on avance. Mais c'est vrai que ça va pas forcément se passer de la même manière, et il faut aussi avoir un certain courage et une humilité peut-être pour se dire moi à un moment donné j'avais un peu mal. Et j'appelle mon gynéco, je dis c'est pas normal, là. Il dit non, mais vous êtes certainement peut-être un peu de sécheresse vaginale et tout ça. Donc j'ai commencé à mettre, et il y en a qui disent, les pharmaciens qui disent oui, non, mais c'est comme vous mettez de la crème sur le visage, on peut aussi mettre une crème à l'intérieur. Et moi je suis un peu docteur sexe pour les vieilles. J'ai des copines qui me disent tu fais quoi déjà, comment tu fais? Parce qu'il y en a des vieilles qui ont peur que leur vagin il se referme. Il y a toutes sortes de phénomènes un peu flippants qui peuvent arriver avec l'âge. Mais c'est vrai que déjà faut pas se séparer de son corps, son sexe, c'est un ensemble. C'est vrai que parfois quand ça rentre un peu en hibernation, on peut l'oublier, puis même ne plus avoir ça ne nous intéresse plus, jusqu'au jour où on décide, ou peut-être une rencontre ou quelque chose fait que ça se réveille. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites à vos copines sur le gel intime? Je leur conseille, j'ai dit, il y en a deux que j'utilise, j'ai deux sortes. Un, c'est Replance, ça s'appelle, mais je le prends parce que chacun est disponible de différentes formes, et puis après, faut essayer, faut voir ce qui vous convient. Mais moi, j'aime bien les petits trucs qu'on met un peu en injection, parce que c'est assez fluide, et honnêtement, ça passe vraiment pour la cyprine, on appelle ça, je crois. Ça passe, c'est juste comme tu mouilles, quoi. Mais c'est artificiel, mais les mecs, ils sont pas obligés de le savoir. mais c'est vrai que c'est bien, et en même temps, même si on ne fait pas l'amour,
on peut avoir de l'inconfort dans cette Bien zone-là. Juste quand tu marches et tout ça, ça frotte un peu, ça, c'est pas forcément, t'es pas forcément à l'aise. Donc, le fait de mettre une petite crème comme ça, il y en a un autre qui s'appelle Mycogene, je crois, mais un truc comme ça. Mais moi, je mets aussi en version injection là. Et j'aime bien ceux qui sont un peu fluides, quoi, qui sont pas le truc épais qui fait genre anti-mycose, là, le truc un peu qui est agréable. Et donc c'est vrai qu'en mettant ça, c'est plus agréable déjà pour soi. Et je pense qu'on devient plus sexy aussi quand on se sent belle soi-même. You have to be kind with yourself, quoi. Si t'es pas un peu doux avec toi-même, si tu te regardes pas avec un œil, il faut que tu puisses te regarder dans la glace et te dire mais je suis belle quand même, je suis pas mal et tout. J'ai vu t'avais fait un post comme ça une fois aussi, non, de ton corps un peu nu suite au truc. Mais moi je m'aime pas beaucoup, hein. Donc alors là, moi je suis en apprentissage. Là j'écoute, hein, avec attention, mais je suis très 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 loin de toi. Je n'ai aucune sexualité et je ne m'aime pas. Mais j'apprends. J'avais fait un petit stage avec une fille qui était comédienne aussi pendant les confinements. Il y avait tous ces trucs disponibles, des visios, des machins et tout. Et c'était pas sexuel le truc, mais c'était juste d'apprendre à appréhender son corps, quoi, toucher son corps. Et on prenait l'huile d'amande douce ou n'importe et certains gestes autour des seins, le ventre et tout, et de reprendre possession de son corps. Et ça m'est resté. Je trouve que c'est important aussi d'arriver à aimer son corps c'est quand même une chance d'être encore là tous les matins. Moi, je pense que la gratitude, ça aide beaucoup aussi. C'est quand on s'endort et quand on se réveille de se dire, je suis encore là. Il y a le matin qui est là. Oui, c'est bien. C'est encore une nouvelle journée. Je vais pouvoir vivre. C'est vrai que c'est quand même un privilège de vieillir. Bon, après mourir comme Marilyn, tout ça, dans la fleur de l'âge, c'est toujours bien aussi, peut-être de garder une certaine image idéale. On n'a pas envie d'être décrépit non plus, mais si on peut être à peu près en forme et profiter de la vie et voilà, il faut que ça soit le mieux possible. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes, parce que là on l'a compris, tu as une sexualité épanouie, il y a quand même beaucoup de choses que tu as compris, et qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes justement qui sont en ce moment en pleine ménopause et qui elles sont vraiment loin encore d'avoir fait tout ce travail que toi tu as fait? Il faut faire progresser étape par étape. Faut pas être pressé non plus. Chaque chose en son temps. Et c'est vrai que les traitements, moi en tout cas, ça m'a fait du bien. Il y a des femmes qui veulent pas prendre ça parce qu'apparemment, je pense qu'il y a un peu des dangers pour la santé quand même. Mais le traitement, tu veux dire? Le traitement hormonal, je pense quand même que ça aide à se sentir, le corps et justement il reste hydraté, etc. Tout ça et les sensations sont. Puis on a moins les mauvaises humeurs, les bouffées de chaleur et tout ça. On se sent plus, on va dire, comme une vraie femme. Et je pense que c'est pas mal parce qu'il y en a des copines qui étaient un peu branchées bio, etc., health food, qui voulaient pas prendre le traitement d'hormones. Et puis moi je leur dis oui, mais ça fait quand même du bien et tout. Et donc voilà, ça les a soulagées. Je pense que déjà faut commencer par ça. Si on se sent pas bien, parfois déjà ça aide pour les humeurs et puis après, il faut pas s'attendre à ce que les choses soient comme avant, quoi. Faut avancer. Moi, je trouve et quand on est actrice ou quand on est quelqu'un dans l'image un peu publique, on a conscience de ça. Moi, je vois des filles qui ont mon âge ou qui étaient un peu la même génération, qui étaient aussi, jeunes ou à la même époque que moi. Peut-être certaines qui se disent c'était mieux avant, quoi, qui sont toutes aussi. Beaucoup sont avec les injections, les liftings, tous ces trucs qui ont envie de préserver le plus longtemps possible une image. Bon, moi, après, je fais des massages Kobido, je mets plein de crèmes, je fais des choses, mais j'ai pas envie vraiment de me déformer parce qu'en plus aussi, même par rapport à nos enfants, je trouve que ça donne une image super négative du vieillissement. Alors que, voilà, chaque âge a sa beauté. Bon, après, j'aime pas mon cou de poulet, mon truc. Il y a des trucs qu'on peut ne pas aimer, mais je m'arrange pour que ça se voit pas trop en photo et tout ça. Une petite plongée, un petit angle d'en dessus et ça va mieux. Mais c'est vrai que la société actuelle où tout est basé sur l'image, justement beaucoup plus qu'avant, depuis qu'il y a Instagram et ça, tous les TikTok, ces influenceuses et tout, il y en a qui sont intéressantes forcément, mais il y a beaucoup de, même les jeunes qui trafiquent leur image pour arriver à cette sorte de perfection. Bon,
Et c'est pas drôle pour les femmes qui voient leurs rides et qui le corps ramollir, et parce que c'est vrai qu'on n'a plus la même texture de chair qu'avant, quoi. Ouais. Mais ça, c'est vrai, Gabrielle, le sexe, t'en parles très facilement. De la sexualité, de la sexualité pour les femmes de 60 ans, pour les femmes après la ménopause. Enfin, tu parles de ça de manière très cool. Je suis allée regarder aussi ce que tu faisais sur Mémé.g, oui. qui est quand même hyper ardos, tu vois. Bah ouais. T'y vas fort. Je me demandais comment c'était justement ta propre sexualité à toi. Bah, ma propre sexualité, ça va, ça vient, c'est des périodes différentes. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis en couple, j'arrive pas vraiment à tromper, quoi. Ça m'est quand même arrivé d'être en couple, mais pas toujours très longtemps. Je suis pas championne sur la durée, on va dire. J'ai peut-être 7 ans, c'était le plus long que j'ai eu, donc quand ma fille était adolescente. Et puis après, quand je me suis séparée, j'ai du mal un peu avec le quotidien. Donc ça ne me manque pas de ne pas vivre avec un homme ou d'avoir ça au quotidien. C'est pas trop mon truc. Le quotidien avec un enfant, je le supporte. Les habitudes et tout, les manies de ma fille, bon, ça me dérange pas. Ou les miennes non plus. Mais un homme, non, j'ai du mal à trouver ça sexy, quoi. C'est bizarre, hein. Je suis un peu comme les hommes de 50 ans qui disent, ouais, les femmes de 50 ans, on peut pas les baiser. Et moi, des fois, les hommes de mon âge, j'ai l'impression que c'est vraiment des papis, quoi. Ouais. Donc, c'est pas évident. Alors, je suis plus quelqu'un de libre, on va dire, et je vis des aventures, et voilà. Parfois, c'est un peu suivi, parfois pas. La vraie question, c'est ça, c'est Gabrielle. Comment on fait pour s'éclater sexuellement? On aimerait bien tout le savoir. On voudrait bien avoir une vie épanouie comme la tienne. Mais attends, c'est pas toujours épanoui. Puis si tu vis des aventures, il y en a forcément dans le lot qui vont pas être aussi réussies. Et puis faut accepter ça aussi. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui se mettent sur les sites. Moi, franchement, je remercie tous les jours la vie, la nature, Dieu, ce qu'on veut appeler ça, le destin. D'être une femme, parce que les hommes, ils ont une pression aussi sexuelle. Il faut que le petit outil de travail soit d'une certaine taille, qu'il arrive à être dur et pendant un certain temps, et que tac, et il y en a plein justement qui ont des dysfonctionnements, qui se mettent sur ces sites-là parce qu'ils osent pas draguer dans la vraie vie ou quoi. Donc on peut tomber aussi sur des bras cassés. Hein, Mais toi, tu t'es mis sur des sites, c'est comme ça que tu rencontres? Oui, au départ, j'ai fait ça. En fait, parce que j'avais une amie, quand je me suis séparée de ma relation un peu longue, là, je supportais pas avant que quelqu'un me drague, même sur Facebook ou quoi. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Et c'est une copine, une de mes amies qui est mariée depuis très longtemps, depuis qu'elle a 19 ans. Avec son mari plus âgé qu'elle, elle ne voulait pas le quitter, mais elle voulait un amant. Donc elle me dit, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Je dis, ah bon, tu crois? Et donc, en fait, ce site pour personnes mariées, c'était présentait pour moi plusieurs avantages, parce que comme je n'avais pas du tout envie de me remettre en couple, c'était des gens qui voulaient pas d'engagement, ou mariés ou pas. Hein, des fois, ils sont même pas en couple, mais ils ont juste envie de s'éclater, ils ont pas envie de s'engager, donc ils se mettent là-dedans. Et le côté un peu léger, tout ça, ça m'allait, quoi. C'est puis aussi. Et je me suis dit, ils vont être peut-être plus discrets s'ils sont mariés, parce que voilà, comme ma fille était encore un peu jeune, bon, j'avais pas envie non plus de faire trop, parce que c'est vrai que quand on est un peu connu, je mettais pas ma photo au début, puis je mettais un pseudo. Puis après ça, j'ai gravi les échelons du courage. Et je me suis dit, c'est plus intéressant. Vas-y, mets ton vrai âge, mets ta photo. Et c'était encore une autre expérience que j'ai vécue quelques années après. Mais t'as pas eu peur? Enfin, moi, je le fais pas, je me mets pas sur des sites parce que j'ai la trouille, mais c'est ridicule. Mais bien sûr, il y a des dangers, il y a plein de faux profils, il y a des voleurs, il y a tout ce qu'on peut imaginer et dessus. Mais après, c'est quoi il y a aussi plein de trucs horribles qui peuvent arriver dans la vraie vie. Et moi, j'ai des exemples de filles autour de moi qui se sont fait voler par leur mari, ou il y en a qui se font frapper par leur mari, tout peut arriver. Donc, il y a un moment donné, si on rencontre la personne dans un lieu public, la plupart des gens, hommes comme femmes, qui se mettent sur ces sites-là, c'est quand même pour le sexe. Mais donc c'était comme un peu un challenge de se mettre comme ça sur les sites et d'avoir c'était un moyen pour toi d'avoir cette vie épanouie. En fait, c'est la seule manière, en réalité, si on réfléchit intelligemment et d'une manière réaliste, on va pas se faire draguer dans la rue, c'est rare.
la grande leçon, quand on se met sur ces trucs-là, même si c'est pour pas longtemps, moi je dis que ça peut être une des leçons intéressantes à tirer de ces sites de rencontres. C'est-à-dire de faire l'amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça ouvre après les horizons, ça ouvre notre regard dans la vraie vie. C'est-à-dire si on a fait cette démarche-là, qu'on a été capable de faire ça, après dans la vraie vie, on va dans une soirée, un cocktail, n'importe quoi, invité chez on regarde les gens différemment. Ouais. On peut aujourd'hui, d'avoir 60 ans, c'est peut-être comme 45 ans il y a 20 ans, je sais pas. Il y a toutes sortes de possibilités. Alors, allez-y. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est incroyable d'arriver à, après c'est pas un but en soi du tout, mais c'est intéressant de voir que le corps, il peut évoluer, changer, il est pas fini, quoi. C'est pas terminé. Tu peux encore vivre des choses et avoir du plaisir et même des plaisirs différents que t'aurais pas. Peut-être parce que c'est beaucoup lié au lâcher prise. C'est pour ça que je te disais, tomber, c'est pas grave, parce que tomber, c'est intéressant dans le sens où il y a une forme d'abandon là-dedans aussi. Et quand tu arrives à vraiment t'abandonner et faire confiance à la vie et te dire, voilà, moi, c'est mon grand mantra en ce moment, c'est everything is exactly the way it's supposed to be, quoi. Tu te dis, mais tout est à sa place, tout va bien. Si les choses merdent, quoi, il y a toujours une raison. Et d'avancer d'avoir confiance. Si tu perds confiance, effectivement, c'est là où tu peux avoir peut-être les humeurs un peu plus noires et tout. Mais si tu as confiance en la vie, au-delà de confiance en toi, si toi t'es connecté à la vie et que t'as confiance en la vie, elle va passer à travers toi. Et c'est lumineux, la vie. Il y a un truc, c'est dur, mais c'est lumineux aussi. Dans ta vie, tu as donc eu ce moment où tu t'étais dans tous les films et on te décrivait dans les journaux. Je dis les journaux, tu vois, c'était pas mon regard, mais on disait elle est magnifique, elle est très belle, tu vois, presque comme un objet. Et puis après, tu vois, tu as ta ménopause, tu vieillis. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que les hommes te regardaient différemment? Toi, comment c'était? Alors, déjà un conseil pour toi, c'est vrai que les hommes de notre âge regardent les femmes plus jeunes. Mais les femmes de notre âge ont le droit de regarder les hommes plus jeunes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Et si tu regardes un mec de 30 ans, il va peut-être te regarder un peu plus qu'un mec de 45 ans. Donc, change un peu tes cibles et peut-être ça marchera mieux. Mais moi, c'est vrai que je supportais pas le regard sur moi quand j'avais 20-25 ans. Au point qu'à un moment, avant de faire ma thérapie, je crois, porté le même jean avec le même t-shirt pourri pendant 1 an ou quoi pour qu'on regarde ma beauté intérieure. J'étais tellement flippée. Tellement après, finalement cette description de toi. J'avais envie qu'on voit autre chose. Puis quand tu travailles, t'as envie qu'on parle de ta qualité de ton travail. T'as pas envie qu'on parle de ton physique. T'as envie qu'on dise qu'elle a bien fait le job et voilà ou pas. Mais pas juste elle est belle. Que ça soit pas un critère parce que le physique, j'y suis pour rien. C'est quelque chose que la nature t'a donné, mais c'est pas ta faute, quoi. Surtout quand t'es jeune. Alors oui, ça me plaisait pas trop ce genre de choses. Et alors que c'est vrai que j'ai eu une période un peu transitoire après où je me suis dit oui. Mais j'ai jamais trop aimé qu'on me regarde dans la rue de toute façon. J'ai pas. Par rapport à la séduction, après, je pense que ça dépend de soi quand même. Ça dépend déjà, il faut s'aimer soi-même. Je reviens à ça parce que si toi tu te regardes dans la glace et que tu te trouves pas un peu excitante, tu vas pas exciter les autres, quoi. Il faut que ça commence par un travail sur soi-même. Et de se connecter avec une énergie intérieure et une force et d'être dans la créativité comme tu l'es, hein. Tu travailles, tu fais plein de choses. Donc, ça donne une énergie, ça aussi. C'est ça vos astuces beauté? Parce que souvent vous dites que vous êtes vieille, parce que vous employez ce mot-là. Bah oui, c'est parce vrai que c'est le mot juste. C'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est quoi vos astuces pour être une jolie vieille, comme vous l'êtes? L'astuce, c'est qu'en fait, il faut se détacher. Moi, je me suis rendu compte avec l'âge, une chose qui m'a vraiment aidée, c'est que j'en ai plus rien à foutre de ce que les gens pensent. Et souvent, quand on attend le regard de l'autre sur nous, on attend une sorte d'approbation. Ah oui, il m'a regardé, c'est donc que je dois être belle. Moi, j'avais une de mes meilleures amies au début quand je suis arrivée en France, qui est toujours une amie très proche. Elle a vécu ses relations d'amour comme ça. Ah, mais il m'aime. Je dis, mais toi,
Qu'est-ce que tu ressens toi? En fait, son degré d'amour, il était lié à ce que l'homme regard lui de portait. l'autre. Et ça, c'est assez français, je trouve. C'est pas, mais c'est manque de. Pour moi, je suis une femme autonome et libre et je m'intéresse plus à mon désir qu'au désir de l'homme. Si c'est partagé, tant mieux. Donc, je pense que ça vient vraiment du regard qu'on a sur soi-même. Et puis, il faut pas attendre. Voilà, faut rien attendre. Si on n'attend rien des autres, après tout ce qui arrive, c'est cadeau, quoi. Ça, c'est beau. C'est beau, hein. Moi, j'aimerais bien arriver à. Je trouve que l'astuce d'en avoir rien à foutre de ce que pensent les autres est géniale. Ah ben ça, c'est récent, ça, que j'ai compris ça. Plus je me détache de l'approbation, de dire que les autres trouvent que c'est bien, c'est pas bien. Il faut faire les choses bien par rapport à ses propres critères. Faut être fier de ce qu'on fait. C'est pas si les uns et les autres ils ont aimé ou pas aimé. C'est comme dans le travail. C'est pas toujours les critiques qui vont avoir forcément raison, quoi. Faut être son propre critique. Mais voilà, puis j'écris, donc là j'ai passé pas mal d'énergie aussi. Ce livre dont tu abordes à plusieurs reprises là pendant notre conversation, c'est quoi ce livre alors ? Alors, c'est justement mon objectif avec le livre, c'est un truc un peu humain. Je me suis rendu compte aussi pendant le confinement et tout ça, que je crois que ça peut faire réfléchir certaines personnes sur les valeurs, pourquoi on fait les choses et tout. Moi, c'est un peu justement pour aider les femmes, pour leur donner un peu du courage et leur dire que c'est possible. C'est pour ça que j'ai fait mon personnage. Qu'est-ce qui est possible, pardon ? C'est possible de vivre une vie sexuelle épanouie à tout âge, quoi. Je pense même ça peut encore continuer plus tard encore, quoi. Quand on voit dans des séries comme Le 7e ciel, ils ont 75 ans, etc. Mais à 60 ans, moi dans mon livre, elle a 60 ans, et en fait j'inverse un peu le schéma classique de la femme qui se fait délaisser par l'homme, qui est lassée, etc. et tout. Et là, c'est la femme qui va se rendre compte, son mec est devenu bedonnant, il est plus du tout le mec excitant, passionnant qu'il était quand ils étaient jeunes, et il se passe plus rien. Et voilà, elle tombe sur une affiche de site de rencontre adultérin et elle va se lancer là-dedans et vivre des expériences. Elle a son alter ego, son pseudo, là, mais elle est pas du tout comme moi physiquement. Elle est rousse, elle a des gros seins justement. Elle est libraire. Bon, c'est pas le même type de femme. J'ai pas voulu que ce soit une femme justement dans l'image publique parce que justement je veux que les femmes normales entre guillemets puissent s'identifier. Et à la fin, elle va trouver le courage de même quitter son mari. Tu sais que ce qu'on est en train d'enregistrer en vrai de vrai là, est-ce que tu te rends compte de ce que tu racontes ? C'est fou. Le fait que tu parles de sexualité, je crois que c'est la première fois qu'on l'aborde vraiment de cette manière-là. À chaque fois, on en a parlé, tu vois. Sophie Fontanelle, elle nous parle de c'est vraiment petit pendentif. Mais qu'est-ce qu'elle met ? C'est pas pas vrai. C'est, regarde, que je me suis dit, ça va t'amuser. Appuie le petit bouton. Voilà. Ah, ça vibre. Ah oui, et t'as plusieurs vitesses. C'est un petit vibromasseur de clito. Mais je peux pas te croire. Tu vois ? Tu l'entends. Mais il est beau. Mais j'avais vu ça dans le Vogue ou je sais pas quoi. C'est beau. Un bijou, tu vois, c'est discret et c'est un petit toy en même temps. Mais dingue. Donc tu te promènes avec ça beau. Déjà. Ça. Ah oui, déjà ça, tu vois, ça donne ça engage la personne que tu es. Tac, ça donne plusieurs vitesses. Oh là là, c'est trop vite pour moi ça. Boum boum boum. Après t'as la petite mitraillette. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui t'écoutent, aux femmes et aux hommes d'ailleurs, qui vont t'écouter là? Est-ce qu'on a abordé plein de sujets, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit que tu voudrais dire? Vous êtes belle. Non, mais c'est vrai que je pense que l'énergie intérieure, l'intelligence et tout ça, moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aussi chez l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Donc, il y a un moment donné, quand on avance, quand on a la capacité de se remettre en question et d'avancer dans la vie, on devient quelqu'un de plus intéressant. Bien sûr. Donc, à 50 ans, on est forcément plus intéressant que quand on a 20 ans ou 30 ans. Et puis, on a eu le temps de se poser. On n'est plus dans ce truc d'avoir besoin peut-être de prouver quelque chose. Et on a une détente qui peut arriver. Et... J'adore quand tu dis une éternelle débutante. C'est ça que tu as dit?
Non. Oui, une débutante senior. En plus, mais moi, senior. Je me sens comme une éternelle débutante aventurière parce que c'est comme ça que j'ai envie d'appréhender la vie. J'ai envie d'avancer et d'essayer d'avoir un regard neuf parce que chaque fois, comme chaque nouvel an aussi, je me dis, faut que tu arrives à être plus tolérante. Plus jeune, j'étais je mettais les gens vraiment dans des catégories. Ah, ils m'intéressent pas. C'est une forme de se protéger aussi des autres. Mais je trouve que tout est intéressant et il faut vraiment profiter du moment présent. Il faut s'intéresser à chaque personne qu'on peut croiser et puis voilà, tout donner à tout le monde, quoi. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir de toute façon. Donc il y a pas, si tu donnes et si ça part d'un endroit en toi qui est juste, que tu te sens toi à ta place et que tu te sens bien, tout ce que tu vas proposer, ça va faire du bien autour de toi. Ça peut pas faire de mal normalement. Moi, j'aime bien cette idée. Je crois que c'est ça aussi l'ADN de ce podcast, c'est de donner. Et on espère que les gens vont recevoir. Et on a cette sensation que les femmes ou les hommes qui nous écoutent reçoivent vraiment tout ce qu'on dit, tous ces messages qu'on lance. En tout cas, aujourd'hui, c'était un bon message de liberté, je veux dire, et de lâcher prise. Lâcher prise, voilà. C'est pas mal de se laisser aller, de tomber comme ça, et puis peut-être que tu vas tomber dans les bras de ton fameux voisin. Qui sait? Non, je ne sais pas. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, bien sûr, tellement de choses qui s'offrent à nous. Faut pas rester dans un placard ou dans une cuisine. Moi, j'adore faire la cuisine, cela dit, parce que je disais à mon agent, je dis moi, autant j'aime faire la cuisine dans la vraie vie, mais j'ai pas fait ce métier pour faire la bouffe. Ouais, bien sûr. En tout cas, pour être coincée dans un rôle qui n'existe plus, de femme qui n'existe pas. Voilà. En plus, c'est pas représentatif, je trouve, de l'époque aujourd'hui. Et c'est ça qui était dommage, parce que quand on fait des feuilletons comme ça et que les gens s'identifient, il faut un peu aussi participer d'une forme d'engagement et de faire évoluer l'image qu'on peut avoir, parce qu'elle est en pleine évolution quand même, malgré tout. Heureusement, grâce à des podcasts comme celui-ci aussi. Merci beaucoup, Gabrielle, c'était un bonheur. Merci d'entendre autant de, je sais pas, autant de quoi, autant de. Non, je trouve pas mes mots parce qu'en fait, t'as une forme de liberté de mots, d'expression, où je me sens même beaucoup plus vieille que toi, tu vois. Mais c'est plus dur, ça c'est mon côté québécois. C'est bien. Qui fait que voilà, on a moins de tabous. Merci pour tout, ce que tu nous as offert. Tu ne te rends pas compte. C'est Margaret Mead qui dit, tu sais que, en fait, l'énergie d'une femme ménopausée, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Quand je t'écoute, je me dis, même après la ménopause, oui, il y a une énergie incroyable. Il y a toujours espoir. Tout avance. Et puis la vie est pleine de surprises. Donc il n'y a pas que les mauvaises surprises non plus, heureusement. C'est des belles. Là, tu m'as redonné foi en la vie, là. Oh, merci, tant mieux. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Non, et j'ai hâte d'entendre ça. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye. On a beau aborder le sujet sous tous les angles, il y a quand même une question récurrente qui se pose pour chacune de mes invitées. Quel que soit leur âge, leur passé, leurs convictions, c'est la question du traitement hormonal de substitution. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça favorise l'apparition des cancers ? À quel moment exactement faut-il le prendre, ce fameux traitement ? Est-ce que ça fait vraiment du bien ? Au fil de mes entretiens, les questions se suivent et ne se ressemblent pas, mais elles se bousculent dans la tête des femmes qui ne savent pas toujours vers qui se tourner. Pour faire la lumière sur cette question délicate, mais néanmoins incontournable, je suis allée voir le docteur Brigitte Letombe, gynécologue, andrologue et sexologue, spécialiste de la ménopause qui fait partie notamment du GMV, le groupe d'études sur la ménopause et le vieillissement hormonal. Elle a pris le temps de bien tout m'expliquer et je peux vous dire que ça nous éclaire les idées. D'abord, je voudrais revenir sur le fait de ce traitement qu'il ne faudrait surtout pas prendre ou surtout pas trop longtemps. Ça vient de nos institutions. Vous avez la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, ses dernières recommandations sur le traitement hormonal de ménopause que tout le monde peut trouver sur le site de l'HAS, c'est le traitement minimal le moins longtemps possible. Ce qui veut tout dire.
Ça ne dit pas combien de temps, mais ça veut dire vraiment, ça pourrait être à peu près dangereux, quoi, puisque c'est minimal le moins longtemps possible. En fait, ces recommandations, elles ont été modifiées après la grosse étude américaine de la WHI. Et c'est une grosse étude américaine qui a été très négative sur l'intérêt du traitement hormonal. Mais c'était pas du tout par rapport au cancer du sein, c'était surtout par rapport au risque cardiovasculaire. Les oestrogènes, a priori, ça protège, on le sait depuis longtemps, sur le plan cardiovasculaire. Et les Américains se sont dit, on va donc donner aux femmes des oestrogènes pour qu'elles meurent moins de pathologies cardiovasculaires, puisque les femmes meurent essentiellement de pathologies cardiovasculaires. La moyenne d'âge des femmes de cette étude américaine était de 63 ans, avec même 20% des femmes qui avaient plus de 70 ans. C'est-à-dire que ces femmes avaient déjà au moins 10 ans de ménopause installée, voire 20 ans de ménopause installée. Et là, ils ont donné un traitement par voie orale, normodosé, avec un progestatif de synthèse, produit que nous n'utilisons pas. Et ils ont créé des accidents cardiovasculaires. Et c'est ça qui a fait arrêter l'étude. Et le buzz, le tsunami sur le traitement hormonal de ménopause de 2002, c'est ça. Et 4 ans plus tard, on a eu l'explication, c'est-à-dire que l'étude américaine, ils nous ont publié en fonction des tranches d'âge. On a bien vu que pour les femmes entre 50 et 60 ans, il n'y avait pas d'augmentation de pathologie cardiovasculaire et de mortalité, mais même une diminution. Et on est 20 ans plus tard et on a toujours une diminution pour ces femmes-là. Donc cette étude, au contraire, nous a montré combien il était intéressant sur le plan cardiovasculaire de donner un traitement en début de ménopause. Donc tout ça, ça a beaucoup changé depuis 2002. Mais les recommandations de nos autorités de santé n'ont pas bougé. Elles sont restées plaquées à cette étude américaine randomisée qui était plutôt négative. Alors du coup, aujourd'hui, on en est où? Quelles sont les questions à se poser avant de prendre ce traitement? Les choses ont changé, c'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a ces fenêtres d'intervention. On sait que les oestrogènes, c'est bénéfique sur le plan cardiovasculaire en début de ménopause. On sait que c'est bénéfique sur le plan osseux, on le sait depuis très longtemps. Et la Haute Autorité de Santé nous dit bien que le premier des traitements à proposer aux femmes qui ont des symptômes climatériques, c'est le traitement hormonal. Donc là, on est quand même dans les clous. On doit, quand une femme a une symptomatologie majeure, lui proposer un traitement hormonal de ménopause. Après, il faut savoir quelle est la balance bénéfice-risque. Pourquoi on continue? Pourquoi on arrête? Est-ce que des facteurs de risque sont arrivés dans le suivi de cette femme qui nécessiteraient qu'on arrête le traitement? Est-ce qu'elle a encore une symptomatologie? Ou si on le donne pour la protection osseuse, est-ce qu'on peut se permettre de le donner encore parce qu'aussi longtemps qu'elle prendra des oestrogènes, elle sera protégée sur le plan osseux? Donc c'est une balance bénéfice-risque qu'il faut évaluer tous les ans, mais il n'y a pas de limite. Il faut que la femme soit informée, qu'on fasse cette consultation avec appréciation et des bénéfices et des risques et qu'on décide en fin de consultation ce que l'on fait. Mais chaque femme peut débuter un traitement, l'arrêter quand elle le veut. Bien sûr que si elle veut le reprendre, il faut de nouveau qu'elle ait une consultation pour apprécier s'il n'y a pas de facteur de risque nouveau survenu. Les femmes, du moment où la ménopause est installée, n'ont plus d'œstradiol, plus de progestérone. Or, le corps des femmes, tous les tissus, tous les viscères, tous les organes féminins ont des récepteurs œstrogéniques. Et certaines femmes ne vont pas souffrir de ce manque hormonal comme d'autres vont en souffrir. Et pourquoi les femmes qui d'un jour à l'autre n'ont plus accès à cette imprégnation hormonale n'auraient pas le droit d'avoir un minimum d'un peu d'œstradiol parce qu'elles souffrent de ce manque en œstradiol? Pourquoi? Parce que certains vous diraient que c'est juste la nature et qu'il faut laisser faire. Mais la nature, elle a décidé qu'on fasse pas d'enfants. Elle n'a pas décidé qu'on n'ait plus d'imprégnation hormonale. C'est un fait, puisqu'il n'y a plus de follicules qui sécrètent des œstrogènes. Mais c'est pas une bonne chose. Il faut quand même savoir que la nature est pas bonne pour les femmes. Je suis désolée. 40% des femmes qui sont ménopausées vont faire une ostéoporose fracturaire. Et vous savez qu'une femme sur 6 après fracture du col du fémur décède de complications. Donc non, je suis désolée, les œstrogènes c'est bon pour les artères, je vous l'ai dit. C'est bon pour l'endothélium artériel, ça diminue l'hypercholestérolémie, ça diminue l'hypertension, ça divise par 2 le risque de diabète. Au niveau de la qualité de vie, n'en parlons pas. Au niveau de la qualité de vie, évidemment que les femmes ont moins de douleurs, ça, les rhumatos l'ont remarqué, ils s'intéressaient surtout aux os, ils s'intéressaient pas trop aux articulations, mais maintenant ils savent bien qu'il y a besoin d'œstrogènes pour certaines femmes parce qu'elles souffrent de douleurs articulaires. Ne parlons pas non plus des qualités du sommeil.
Les femmes ont meilleur sommeil. Les capacités de concentration et les troubles dépressifs dont on a parlé, si on peut les traiter grâce à une petite imprégnation hormonale, pourquoi pas? Et on n'a pas évoqué la symptomatologie génito-urinaire. La muqueuse vulvaire vaginale a besoin d'un minimum d'œstrogène. Alors il est vrai que les femmes qui ne souffrent que de cela, de sécheresse vulvo-vaginale, n'ont pas obligatoirement besoin d'un traitement hormonal de ménopause. Elles peuvent utiliser des œstrogènes locaux. D'ailleurs, en Angleterre, ces œstrogènes n'étant pas du tout dangereux, ils sont même d'accès direct en pharmacie sans prescription. Donc il faut que les femmes sachent qu'elles peuvent avoir accès au moins à un traitement trophique local. Il y a quand même une femme sur 2 qui, après la ménopause, a des difficultés sexuelles. Et beaucoup de femmes n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas autour d'elles, elles n'en parlent même pas à leur partenaire, et elles n'en parlent pas aux médecins qu'elles rencontrent. Donc c'est vraiment important qu'elles sachent qu'il y a des solutions et qu'elles doivent en parler, que ces solutions sont faciles à mettre en œuvre. Alors à quel moment, en vrai, on peut commencer un traitement hormonal ? En périménopause, vous avez une prise en charge gynécologique avec des thérapeutiques qui pourront être soit un dispositif intra-utérin, le norgestrel, le Mirena par exemple, pour pas vous le citer, qui est donc un stérilet, puisque avant la ménopause, il y a encore besoin d'une contraception, incontestablement, et qui va gérer l'irrégularité des cycles, les règles très abondantes, gênantes, douloureuses, et qui permettra, quand vous avez un Mirena qui traite l'endomètre, vous pouvez, dans les périodes périménopausiques où vous avez de l'hypoœstrogénie, les périodes où les ovaires ne travaillent pas, quelquefois pendant 3-4 mois ils travaillent pas, puis ensuite ils vont de nouveau travailler, donner une sécrétion hormonale. Donc dans les périodes où vous avez des signes comme une ménopause installée, vous pouvez utiliser un petit traitement avec de l'œstradiol, voie transdermique par exemple. Donc on peut gérer en périménopause grâce à ce traitement. Mais il faut que l'on protège l'endomètre en même temps que l'on donne de l'œstradiol. Donc c'est pour ça qu'en périménopause, il faut consulter. Le gynécologue trouvera la solution. Et en fait, c'est vrai qu'on propose le traitement hormonal qui associe l'œstradiol et la progestérone micronisée, les hormones bioidentiques à ce que les ovaires sécrètent quand ils fonctionnent. On propose ce traitement en général quand la ménopause est installée, et le diagnostic de ménopause, c'est un diagnostic clinique, une absence de règles d'1 an dans la tranche ménopausique. Aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, la plupart des femmes se sentent seules face à la ménopause. Pourquoi, à votre avis ? Il y a une errance médicale parce que, je vous l'ai dit, cette étude WHI a fait beaucoup de tort à la prise en charge de la ménopause et au traitement hormonal. Donc on a quand même d'abord des femmes qui ont très peur, qui sont désinformées sur le risque du traitement hormonal. Et puis vous avez de plus en plus de médecins qui sont dans l'idée, oh là là, bon, la ménopause c'est physiologique, après tout ça va passer. On dit des bouffées de chaleur. Ça passe. C'est pas tout à fait vrai. Moi, j'entends des femmes qui me disent, on m'a dit que ça allait durer 2 ans. Bah non. La moyenne, c'est 7 ans et demi. Surtout quand ça commence tôt. Quand ça commence tôt, ça termine tard. Donc ça veut dire que c'est parfois plus de 10 ans, 15 ans. Donc c'est très variable. Il n'y a pas de standard. Donc il y a des médecins qui disent, bon, après tout, la ménopause, c'est physiologique. Pourquoi je m'embêterais ? Pourquoi ? Parce que ça nécessite une information, vous voyez, tout ce qu'il faut évaluer, tout ce qu'il faut expliquer aux femmes à qui on propose un traitement hormonal. On peut imaginer que les médecins aujourd'hui sont débordés, que c'est un sujet qui les intéresse moins, qu'on a moins de gynécologues médicaux, ils ont moins le suivi de la bibliographie régulière sur le traitement hormonal. Et donc, si la femme n'en parle pas, et beaucoup de femmes n'en parlent pas en consultation, il y a beaucoup de femmes qui ont des symptômes. Les études, on a fait une étude récente en 2020 sur 5000 femmes. Elle nous disait que 87% des femmes avaient au moins un symptôme, 87%. Quand on leur demandait si elles en parlaient à leurs professionnels de santé, elles étaient 44% à en avoir parlé aux professionnels de santé. Donc elles se taisent. Je suis ménopausée, j'en parle pas. C'est tabou. C'est tabou entre elles n'en parlent pas entre elles. C'est tabou entre la mère et la fille. Toutes les femmes que je vois, et j'en vois une kyrielle tous les jours, je dis, alors la ménopause de votre mère, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé. C'est quand même fou. C'est quand même fou qu'on ne sache pas l'âge de ménopause de sa mère. C'est fou. Donc il y a un tabou. Et il y a un tabou aussi à la consultation. À la consultation, si la femme ne s'en plaint pas,
Ce médecin un tout petit peu pressé va peut-être pas demander. Donc c'est aux femmes à aller chercher. C'est pour ça que je participe à tous ces vidéos, podcasts et autres, parce que je pense que ce sont les femmes qui doivent aller chercher l'information. Il y a des solutions. Il faut aller là chercher. Donc elles doivent s'informer. Elles peuvent s'informer sur le site de la Société de ménopause. Elles téléchargent la brochure, elles l'impriment, elles la lisent, et puis elles vont voir le médecin en disant, voilà, j'ai lu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Si elles bousculent les médecins vont les écouter, vont les traiter, les accompagner. Si elles les bousculent pas, le médecin peut-être les accompagnera pas. Vous êtes la spécialiste de la ménopause, vous avez même signé la tribune du collectif All for Ménopause. Pourquoi êtes-vous engagée autant sur ce sujet? Parce que ce qui me fait avancer, c'est la santé des femmes, c'est l'accompagnement des femmes. Je les ai accompagnées dans la contraception, j'ai fait des interruptions volontaires de grossesse au tout début. Vraiment, j'accompagne la santé des femmes et que l'avancée en âge des femmes, quand je vois comment elles sont, entre guillemets, abandonnées, ça me semble indispensable d'essayer de porter une voix en disant cherchez l'information, utilisez l'information que vous avez pour aller consulter. Il faut surtout pas abandonner. Et pour moi, surtout, cette tranche de vie, ça doit pas être vécu négativement. C'est très positif quand même, la cinquantaine. On est souvent au top sur le plan socio-professionnel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas accepter d'être obéré dans son parcours par des troubles au moment de la ménopause. Donc, a priori, on est au top. On est plus que féminine, hein. Être ménopausée, c'est pas perdre sa féminité. C'est au contraire. Et puis, on est souvent libéré du poids des enfants. On commence à avoir une petite aisance. Et puis surtout, on peut être plus libre et s'occuper de soi. Moi, je pense que c'est vraiment la tranche d'âge où les femmes doivent se dire, 50 ans, je ferai plus d'enfants. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment s'épanouir en tant que femme. Et cette ménopause, pour certaines, ça peut les empêcher de s'épanouir. Et donc, vraiment, il faut chercher la solution pour aller bien. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter quelques sites particulièrement complets comme la ménopause.fr, le site de la GMV, ou encore l'Association française pour l'étude de la ménopause, ménopauseafem.com. Fouillez, triez, cherchez, soyez curieuse. Il y a forcément quelque part un début de réponse à votre question. Merci au docteur Brigitte Letombe pour son engagement, la qualité et la clarté de ses explications. Merci à Gabrielle Lazur pour cet entretien à la fois drôle et profond, léger et spirituel. Surveillez la sortie de son prochain livre. Ça pourrait bien déménager, je dirais. Et puis, vous retrouvez Gabrielle Lazur dans cette série formidable sur le grand designer Cristobal Balenciaga sur Disney+. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Merci à Sophie Drumin qui a écrit, monté et réalisé cet épisode. Merci à Alban Claudin qui l'a mis en musique et à Célia Brondeau qui l'a mixé.